Je vais vous choquer en disant ça, mais le dividende n'est pas un critère de sélection de mon portefeuille rendement. Alors, comment je sélectionne mes actions? Si vous suivez le portefeuille de la chaîne, vous savez qu'en un an d'investissement, sa valeur a augmenté de 25% et son rendement s'approche des 6%. Ces résultats ne sont pas affaires de dividendes, mais le fruit d'une méthode. Maintenant, vous rêvez peut-être d'un portefeuille semblable, sans en faire un copier-coller bien sûr, et qui puisse même faire mieux. Sauf que vous avez vu le nombre d'actions existant en bourse? Comment voulez-vous faire un choix? Du coup, je vais vous expliquer la méthode simple et le processus que j'emploie pour trouver, découvrir et choisir les actions que je mets en portefeuille. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de l'arme fatale que j'utilise pour valider mes choix. Du coup, on y va? Allez, on y va! Fondamentalement, il y a deux façons de constituer un portefeuille d'actions. Soit vous en copiez un, soit vous le construisez vous-même. Mais dans les deux cas, les résultats dépendront du choix des actions qui seront intégrées. Si les valeurs sont bonnes, votre portefeuille grimpe et vous gagnez de l'argent. Si elles sont mauvaises, votre portefeuille chute et vous perdez de l'argent. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec l'ami Le Cube, c'est moi, content de vous voir. Enfin, vous voir. Nous avons donc un protocole précis pour sélectionner les actions à intégrer à notre portefeuille, dont vous pouvez suivre l'évolution dans la playlist associée. Méthode qui est la brique élémentaire des succès que nous enregistrons. Alors, bien sûr, le portefeuille ne va pas faire 25% par an, car avec le temps, la performance va s'étaler. Mais en utilisant une bonne méthode de sélection de titres, nous augmentons sa capacité à conserver de bonnes performances. De plus, avec des actions mieux choisies, les périodes de chute des marchés seront mieux amorties par votre portefeuille. Nous l'avons d'ailleurs constaté lors de la dernière petite panique des marchés, moins de 30% sur certaines valeurs, où notre allocation est restée dans le positif sans aucun problème. Ce qui permet d'être plus serein et de ne pas partir en dépression en se disant que c'est la fin du monde. Et nous ne considérons pas ce succès comme exceptionnel. Vous pouvez sans aucun doute faire mieux que nous, en commençant par une première étape qui découle d'un constat simple. Pour choisir vos actions, il faut d'abord pouvoir choisir. Mais avant de voir ça, si vous découvrez la chaîne, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment nous suivre et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo sans manquer un seul épisode. Trouver des actions, c'est comme la pêche. Vous partez avec votre canne, mais vous ne savez pas quel poisson vous allez ramener. Par contre, il est toujours possible de choisir le lieu et le matériel. Là, tous les pêcheurs vont savoir que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Oui, mais bon, tout le monde a capté l'image. En tout cas, la première étape d'une bonne sélection d'actions est de se créer une liste de valeurs dans laquelle on va venir puiser, notre rivière quoi. Cette liste représentera un premier tri parmi l'ensemble des valeurs existantes. En guise de source, on peut commencer par les sites financiers, les blogs ou les chaînes consacrées à la finance, qui dressent régulièrement des tops ou des classements de valeurs. Si l'une d'entre elles vous parle, eh bien notez-la. Mais il y a aussi un monde au-delà de votre smartphone. Alors, n'oubliez pas les magazines spécialisés ou les livres sur la finance, qui sont autant de pistes à explorer. Parallèlement, jetez un coup d'œil à la composition de certains fonds ou ETF. Et oui, ils sont eux-mêmes composés de valeurs d'entreprise. Pour autant, rien ne vous oblige à vous limiter à l'univers financier. Un simple reportage télé sur un sujet quelconque, citant une entreprise qui vous interpelle, peut être prétexte à vérifier sa présence en bourse. Et vous pouvez appliquer le même principe à votre environnement. Par exemple, l'enseigne de bricolage dans laquelle vous vous rendez régulièrement ne mérite-t-elle pas votre intérêt? D'ailleurs, Peter Lynch, un des meilleurs investisseurs de l'histoire, préconise de se faciliter la vie en recherchant parmi les entreprises qu'on connaît déjà. Vous travaillez dans la construction? Vous en savez probablement plus que la plupart des gens sur l'état du marché et les entreprises qui se portent bien dans ce domaine. Et c'est valable pour tous les secteurs d'activité, que vous soyez dans l'informatique, la grande distribution ou l'automobile.
Peut-être même que vous avez un loisir qui vous donne un point de vue unique sur certains secteurs de l'économie. Vous avez forcément un avantage dans un domaine ou un autre, alors profitez-en. En appliquant systématiquement cette démarche, vous vous retrouverez en un rien de temps avec une belle liste de 50 à 100 valeurs potentielles. Et c'est à ce moment-là que va commencer la partie la plus exaltante de votre enquête d'investisseur. Donc, à ce stade, vous avez votre petite liste d'actions. Déjà, bravo, car vous êtes pratiquement au même point que moi. La différence, c'est que les actions de ma propre liste sont classées. C'est peut-être difficile à croire, mais beaucoup d'investisseurs individuels achètent des actions au hasard, ou simplement parce qu'on leur a donné un tuyau. Donc, piocher aléatoirement dans cette liste ne sera pas plus efficace que le faire sur l'ensemble des valeurs boursières existantes. Le plus simple est de vous faire un classement thématique. Donc, en gros, par secteur d'activité, par zone géographique, voire par type de compte, PEA et CTO. C'est basique, mais rudement efficace pour dégrossir votre liste. Ensuite, tout va dépendre de votre objectif. Ce qui va vous demander peut-être de réfléchir à votre objectif. Parce que si vous n'en avez pas, c'est un peu comme vouloir atteindre une destination sans savoir laquelle. Et là, je vais vous renvoyer à une très vieille vidéo de la chaîne, la 4e pour être précis, qui traite précisément de ce sujet. En fonction de votre objectif, vous allez pouvoir classer les différentes actions de votre liste. Par exemple, si on se base sur les styles d'investissement, value, croissance, rendement, etc., vous pourrez classer vos valeurs par écart de prix, croissance moyenne du chiffre d'affaires, dividende, et etc. Par contre, je croyais que le dividende ne devait jamais être utilisé comme critère d'investissement. Tu as tout à fait raison. Mais ici, et c'est valable pour tous les autres facteurs, il s'agit d'un critère non pas de choix d'actions, mais pour les classer entre elles. Par exemple, pour la liste utilisée dans notre série Un portefeuille presque parfait, mes valeurs sont classées géographiquement, puis pour chaque zone par secteur d'activité, puis à nouveau par niveau de rendement, du plus haut au plus bas. C'est à ce moment-là que je peux passer à la 3e étape de mon protocole et utiliser mon arme secrète. Même si les valeurs de la liste ont été soigneusement classées, cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont toutes de même qualité. Il est donc temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Et tout en rime qui plus est. En général, c'est là que nous utilisons l'arme fatale qui va permettre de dégrossir l'ensemble. Effectivement, et il s'agit tout simplement d'un screener d'actions. Mais pas n'importe lequel, puisque nous utilisons Value Investing Screener dont nous avons déjà parlé. L'un de ses multiples avantages est qu'il propose un système de notation basé sur 5 critères: valorisation, croissance, profitabilité, bilan et management, permettant d'obtenir une note globale de la qualité de l'action. Alors, le screener n'est pas gratuit, mais si vous voulez l'essayer, vous pouvez suivre le lien en description. Cependant, mis à part pour les notes les plus basses, je ne vais pas écarter toutes les valeurs. Cette notation va simplement me servir pour reclasser mes entreprises et ainsi mettre en tête de liste celles qui semblent les plus prometteuses. Donc, si par exemple le niveau de dividende est le critère de classification principale, avec la notation, ce ne sont plus les entreprises versant les plus gros dividendes qui vont être placées en tête, mais celles qui sont susceptibles d'être de meilleure qualité. Ce qui va me permettre de me focaliser sur mon lot de têtes. En général, je me retrouve avec une liste pouvant aller de 7 à 12 valeurs, ce qui est encore beaucoup. J'en fais donc une analyse sommaire basée sur les caractéristiques des entreprises qui répondent à mon objectif. Ce que veut dire la voie, c'est qu'au style d'investissement, valeur, croissance, etc., répondent des entreprises ayant des caractéristiques particulières. Ce sont donc ces indicateurs-là qui seront regardés en premier. Si ça vous intéresse, on a une série de vidéos sur le sujet, où l'on vous présente chaque style d'investissement avec les attributs recherchés. Comme pour le reste, le lien est en description. Arrivé à ce stade, le nombre de valeurs est beaucoup plus réduit, ce qui me permet alors d'en faire des analyses plus approfondies. Résultats, endettement, trésorerie, rentabilité, etc. Jusqu'à trouver, éventuellement, la perle rare qui sera intégrée au portefeuille. Ah,
Et bien sûr, rien ne vous oblige à utiliser le même screener que moi. D'ailleurs, si vous voulez tester des alternatives, vous pouvez aller voir cette vidéo, où l'on vous présente 4 autres outils gratuits ou payants, en plus de VIS. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et voilà les gens, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Pas mal la comparaison entre objectif et destination. C'est parlant. Oh, j'aurais dû ajouter un élément en plus. Lequel? Eh bien, ne pas avoir d'objectif précis, c'est comme vouloir atteindre une destination sans savoir laquelle. Ça n'a pas de sens.